Bon, on est le 21 janvier, je commence déjà l'année en retard, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous avez sans doute remarqué qu'au début de l'année 2024, j'avais lancé une petite série hebdomadaire pour parler de l'actu. C'est aussi possible que vous ne l'ayez pas remarqué parce que ça n'a pas duré longtemps. Au tout début de la chaîne aussi, j'avais lancé les Cinépop Hebdo, mais encore une fois, j'avais fait genre 3-4 épisodes. En fait, j'ai toujours voulu parler de l'actu ciné, des sorties en salle, des grosses infos, de la dernière série à la mode ou d'un jeu vidéo cool. Sauf que le format vidéo m'a toujours vite bloqué. Parce que parler d'un film qui vient de sortir et devoir illustrer ma critique avec très peu d'images, des images de bande-annonce ou des extraits de matériel promo, des interviews ou des trucs comme ça a pas beaucoup de sens. C'était pas très passionnant à monter et j'imagine pas très intéressant à regarder. Alors, et je sais même pas pourquoi ça m'a mis autant de temps, j'ai décidé simplement de retirer l'image. Ça m'épargne du temps de montage, ça va me permettre de sortir plus d'émissions. On va viser une par semaine une fois que j'aurai trouvé mon rythme et dans le même temps, je continuerai à bosser sur les cinépop, les rétrocritiques et le reste pour la chaîne principale. Ce premier épisode du Cinépopcast arrive un peu tard, c'est vrai, et on va parler de pas mal de films sortis depuis le 1er janvier. Mais à partir de février, je vais essayer d'en sortir une par semaine, généralement le dimanche ou le lundi matin. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris du retard dans plus ou moins tous mes projets parce que j'ai trouvé un nouveau job qui me prend plus de temps et d'énergie que ce qui était prévu à la base, donc faut juste que je retrouve un bon équilibre et je pense que d'ici début février, le rythme devrait vraiment bien s'accélérer, tant pour le podcast que pour la chaîne principale. Sur ce, bienvenue dans ce premier épisode du Cinépopcast, et aujourd'hui on va revenir sur mon premier gros coup de cœur de l'année, sur un film très surcoté, sur de la pâte à modeler, sur Franck Dubosc qui veut se la jouer Fargo, sur la femme la plus drôle d'Angleterre, sur un flic qui devient sourd, vite fait sur les Golden Globes et sur Emilia Perez que j'ai rattrapé pour l'occasion, et on va commencer en étant peut-être pas d'accord, avec un film sorti le 1er janvier qui avait déjà fait beaucoup parler de lui, même avant sa sortie, avec une campagne de com assez balèze, un film que beaucoup semblent adorer mais que j'ai trouvé perso ultra surcoté. We Live in Time ou L'amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield. So sorry, but do we know each other? Yeah, no, I ran you over. Sorry. Sorry. Si on en croit le résumé Sens Critique, c'est l'histoire d'un chef prometteur, Almut, sacré prénom, joué par Florence Pugh et d'un gars fraîchement divorcé, Tobias, Andrew Garfield donc, qui vont partager une histoire d'amour profondément émouvante après qu'une rencontre fortuite les ait réunis. Ah bah heureusement que Sens Critique est là pour nous dire qu'on doit être profondément ému. On a pas mal de films à évoquer aujourd'hui, alors je vais essayer d'être assez bref, mais au plus j'y pense, au moins j'aime ce film qui, effectivement, essaye très très fort de nous émouvoir, avec son histoire de joli petit couple, frappé de plein fouet par la maladie de la jeune femme, atteinte pour la deuxième fois d'un cancer des ovaires. Ovaires qu'elle a d'ailleurs gardé après son premier traitement afin de tester d'avoir un enfant, ce qui était plus, soit dit en passant, important pour Tobias que pour elle. Du coup, ouais, ils ont réussi à finalement avoir une fille tout en gardant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le fait qu'ils aient un enfant, c'est pas un spoiler, hein, c'est littéralement la première scène de la bande-annonce. Comme ça, de base, ça aurait pu fonctionner. Faire une jolie histoire sur la résilience, sur comment la maladie affecte une famille, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, est-ce qu'il faut prioriser le travail ou ce qu'on aime. Le film veut poser des questions légitimes, comme est-ce qu'il vaut mieux tenter de se battre et peut-être passer ces derniers moments très affaiblis, ou ne pas prendre de traitement, accepter son sort et profiter de ces quelques mois au maximum. Et avec un couple comme Garfield et Pugh, ça aurait pu être suffisant. Mais au lieu de ça, l'amour au présent se perd dans une narration éclatée qui, pour moi, signe l'aveu d'échec du film. Il n'y avait pas besoin de faire ça pour raconter une histoire pareille. Ils ont fait le choix d'un récit non linéaire, c'est-à-dire qu'on va commencer à un moment donné, puis revenir 3 ans plus tôt, puis repartir 5 ans plus tard, puis revenir, et ainsi de suite. C'est artificiel, c'est factice. Parfois ça permet à deux scènes de se répondre, d'accord, mais la plupart du temps, ça interrompt le flot du film, ça oblige le spectateur à chercher quelques indices, comme la coupe de cheveux de Pugh ou une photo de leur fille sur son bureau, pour se repérer dans le temps. Je le répète, ce film n'avait pas besoin de devenir un jeu de piste pour occuper le spectateur. Et d'un autre côté, sans ce petit twist narratif, le film n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt non plus. C'est une histoire déjà vue avec des événements basiques d'une comédie romantique doublée d'une histoire de maladie, j'irai pas jusqu'à dire que ça aurait pu être un téléfilm, mais on en est pas loin quand même. Et pour ce qui est de l'émotion dont parle le résumé, pour moi, on repassera. Heureusement, le casting sauve pas mal l'ensemble, Garfield fait ce qu'il faut, Florence Pugh est toujours excellente et le couple a une alchimie indéniable à l'écran, mais pour moi, c'est vite vu, vite oublié. J'ai assez de mal à comprendre la petite hype autour, et pour moi, on est au-dessus de la moyenne, mais pas de beaucoup. Ah, et je donnerai pas de notes pendant les épisodes,
Mais si vous voulez savoir exactement combien d'étoiles je donne à tel ou tel film, ça sera référencé sur Instagram, de loin le réseau social que j'utilise le plus, et évidemment sur mon Letterboxd. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à venir me suivre un peu partout. Sinon, on espère que Florence Pugh tournera vite un film de qualité, parce qu'on va pas se mentir, sa filmo depuis Midsommar, à part des petits rôles chez Nolan ou Villeneuve, et un Zach Braff assez mineur, c'est quasiment que du Marvel, et ça, pour une actrice de son talent, c'est moche. On reste le 1er janvier avec le 3e film de Franck Dubosc, après Tout le monde debout et Rumba la vie, 2 films que d'ailleurs je n'ai pas vus. Ici on est devant une comédie noire avec un casting en or, un ours dans le Jura, avec donc Dubosc, entouré de Laure Calamy, et de notre Benoît Poelvoorde national, parce que oui, même en podcast, je suis toujours belge. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? 2 hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. À la base, quand on pense à Franck Dubosc, c'est compliqué de s'enlever de la tête son image de beau gosse souvent crétin, de ses personnages sur scène en passant par le fameux Patrick Chirac et son petit maillot bien saillant, et une filmo qui varie entre le très moyen et le plus douteux quand il accepte de tourner dans des all-inclusive, loup-garou ou chien et chat, pour rester dans les films les plus récents, sinon j'aurais pu aussi parler de Cinéman qui est l'un des films que j'aime le moins au monde. Mais bref, ça c'est l'acteur, et quand on est acteur, parfois, faut manger, ou parfois on sait pas vraiment dans quoi on met les pieds, ou parfois on est trop ami avec Fabien Antoniente, je sais pas. Franck Dubosc, réalisateur, de tout ce que j'ai entendu, et au vu des retours critiques généraux, ça m'a l'air directement plus quali. Que ça soit Rumba la vie ou Tout le monde debout, Dubosc semble réussir à prendre son personnage de beau gosse macho pour l'amener autre part, le critiquer et le faire évoluer. Et ça vient bien de lui, puisqu'il est également scénariste de ses films. Et ici, pour en arriver à cet ours dans le Jura, il va encore plus loin, se donnant un rôle plutôt pathétique, celui d'un bûcheron dont le couple bat franchement de l'aile, mais qui ne semble pas avoir les capacités ou la volonté de changer les choses. C'est un personnage très passif qui va souvent se faire marcher dessus ou se faire mener par sa femme, incarné par Laure Calamy, forcé à prendre les initiatives qu'il est incapable de prendre lui-même. Et des initiatives, s'agirait d'en prendre, et vite. Parce que dans ce film, après avoir failli percuter un ours arrêté au milieu de la route, Michel, le personnage de Franck Dubosc, chope une autre voiture et, pas de bol, tue ses 2 passagers. C'est un accident, oui, mais Michel n'est pas très chaud d'aller raconter ça à la police parce qu'il est en défaut d'assurance. Ça paraît con comme ça, mais dans l'univers du film et dans la mentalité du perso, ça fonctionne parfaitement. Puis, il y a un autre truc. Cette voiture appartenait à des gens pas très fréquentables, et dans le coffre de la voiture, il y a un sac. Et dans ce sac, pas loin de 2 millions d'euros en liquide. De quoi voir sacrément venir pour le couple qui galérait un peu financièrement. Vous avez compris l'idée, le duo va tout faire pour ne pas se faire prendre, ils vont changer plein de fois d'avis, bouger les corps, essayer de les faire bouffer par l'ours, puis les remettre dans la voiture, le tout en étant le plus discret possible dans une petite ville où tout le monde se connaît, et surtout où le major de la ville, Roland, joué par Benoît Poelvoorde, les connaît très bien. Entre humour noir et dilemme moraux, le tout dans une ambiance de Noël enneigée, sur fond de trafic de drogue et même de club échangiste, oui, un ours dans le Jura a bien digéré ses références, d'ailleurs assumées par Dubosc, aux frères Cohen. Le tout est pas trop mal maîtrisé, mais le réalisateur veut parfois trop en mettre, trop en faire, ouvre énormément de portes scénaristiques pendant 1h30 et doit rapidement tout clore dans sa dernière partie, qui est un peu foutraque. Mais on va pas bouder son plaisir, une comédie française avec de bonnes idées, des personnages travaillés et campés par des acteurs au top, et même une mise en scène inspirée par moments, qui capte magnifiquement son environnement jurassien, ça n'arrive pas tous les jours, alors si vous l'avez loupé, il est sûrement encore temps d'aller rattraper Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, qui est la jolie surprise de ce début d'année. Qui dit début d'année dit saison des récompenses, et le 5 janvier, c'était la première grosse cérémonie aux États-Unis, juste avant que Los Angeles ne parte en combustion spontanée, les Golden Globes. C'est l'actu de la semaine. Welcome to the 82nd Golden Globes. Ozempic's biggest night. On va pas revenir sur tout, la cérémonie dure plus ou moins 37 heures et va jusqu'à récompenser, je sais pas, la meilleure coupe de cheveux pour un personnage chauve. Bon, ça va peut-être pas jusque là, mais il y a énormément de catégories. Niveau série, ça va aller très vite, Shogun et Mon Petit Reine sont les 2 gros vainqueurs. J'ai vu aucune des 2 séries, donc on va parler ciné. Il y a 2 films qui sont sortis du lot. D'abord The Brutalist, de Brady Corbett, immense film de 3h35 qui sortira en Belgique le 5 février et en France la semaine d'après, et qui suit le destin d'un architecte survivant des camps qui débarque aux États-Unis pour poursuivre le fameux rêve américain. C'est porté par Adrien Brody qui est reparti avec le prix du meilleur acteur dans un drame, et le film a aussi remporté le meilleur film dramatique et meilleur réal. Autant vous dire que ça promet du lourd, et on en parlera en février. Mais surtout, le film qui a terminé la soirée avec le plus de récompenses, c'est un film français. Et oui, cocorico pour tous mes amis de l'autre côté de la frontière, c'était pas du foot, mais vous avez encore gagné, et comme au foot, après la victoire, ça a gueulé.
Parce que c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard qui a gagné la meilleure comédie ou comédie musicale, meilleur film en langue étrangère, meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana, et meilleure chanson pour Camille et Clément Ducol pour la chanson El Mal. Ouais, c'est la meilleure chanson du film, mais de là à valoir un prix, je suis pas certain. Parce que ouais, après ce succès, j'étais curieux. J'ai décidé d'enfin rattraper Emilia Pérez, et j'ai pas aimé du tout. Voilà. Je parlais des chansons, c'est le corps du film vu que c'est une comédie musicale, et j'ai souvent eu énormément de mal à croire à ce que je voyais à l'image. Je ne vois pas Zoé Saldana qui chante, je la vois faire un lip-sync maladroit en essayant de respecter la choré. Elle est impériale dans plein de séquences. Je pense pas que son Golden Globe soit volé, même si perso, pour avoir aussi rattrapé Wicked, je trouve qu'Ariana Grande nous a sorti la perf la plus drôle de l'année, et je ne m'attendais tellement pas à dire cette phrase. Donc je trouve que Saldana mérite son prix, mais dès qu'il s'agit de passages chantés ou dansés, je la trouve pas à l'aise. Peut-être trop appliquée dans la performance et plus assez dans son personnage. Cela dit, c'est toujours mieux que ce que propose Selena Gomez, mais bon. J'ai jamais été pris par l'histoire, cette rédemption ne fonctionne pas, les messages de tolérance sont à la fois maladroits et trop appuyés, que pour réellement marquer le spectateur, heureusement, Audiard s'amuse à fond avec sa caméra et nous propose quelques segments visuellement fous, mais ça sonne creux et c'est en plus très long pour ce que ça veut raconter. Donc ouais, je serai pas vraiment team Emilia Pérez quand on arrivera aux Oscars, mais ça, ce sera pour plus tard. Dans le reste du palmarès, malgré mes réserves pour The Substance, je suis content pour Demi Moore qui repart avec le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale. Oui, The Substance était dans les comédies, bon faut pas chercher, c'est le même débat tous les ans. Sebastian Stan a été meilleur acteur dans la même catégorie pour A Different Man, apparemment sorti en novembre en Belgique. J'en ai absolument pas entendu parler, c'est super. Va falloir aller rattraper ça. Et pour terminer avec les acteurs, pour le second rôle masculin, c'est Kieran Culkin pour son rôle dans A Real Pain de Jesse Eisenberg, film que j'ai déjà vu et dont on parlera dans la prochaine émission, et même si j'avais adoré la presta de Jeremy Strong dans The Apprentice, c'est mérité pour Culkin, qui coiffe d'ailleurs encore une fois Strong sur le poteau, après l'avoir battu pour Succession. D'ailleurs je le répète, voyez Succession. Ah et c'est Flo qui a gagné le prix du meilleur film d'animation. J'avais préféré Le Robot Sauvage, mais Flo, c'est super aussi, et voir ce genre d'animation, un film indépendant d'un réalisateur letton, Gins Zilabodis, produit par la Lettonie, la France et la Belgique, qui n'a coûté que 9 millions, un film sans dialogue avec des animaux au comportement réaliste, voir ce genre de petits projets battre Disney et DreamWorks, c'est beau. Et d'ailleurs, Flo vient de sortir en Belgique ce 15 janvier, donc j'en toucherai un mot dans la prochaine émission également. Allez, on quitte le strass et les paillettes d'Hollywood pour la pauvreté anglaise, direction un squat dans le Kent où Bailey, 12 ans, entre rêveries en filmant la nature avec son téléphone et les engueulades avec son père, va tenter de découvrir qui elle est. C'est mon coup de cœur de la semaine, c'est Bird, d'Andrea Arnold. I'm Bird. Who are you? It's none of your business. Arnold, c'est une cinéaste qui m'intrigue depuis longtemps. J'ai Fish Tank dans ma watchlist depuis des années, j'ai lu et entendu plein de bonnes choses sur Cow et American Honey, mais finalement c'est avec Bird que j'ai démarré sa filmo. Reparti bredouille du dernier festival de Cannes, mais auréolé d'une très bonne presse et d'excellents retours spectateurs, Bird nous plonge avec l'ultra-réalisme de la caméra à l'épaule dans le quotidien compliqué de Bailey, qui vit dans un squat avec son père, Bug, joué par le talentueux Barry Keoghan qui a, pour l'anecdote, refusé le rôle principal de Gladiator pour jouer dans ce film. Est-ce qu'il a bien fait ? Je sais pas, j'ai toujours pas vu Gladiator 2, mais à mon avis, il y a des chances. Vous imaginez bien le genre de vie qu'elle a dû avoir si elle a 12 ans et que son père c'est Barry Keoghan, et qu'en plus elle a un frère plus âgé qu'elle. Le Bug, il a commencé à jouer avec son insecte assez tôt. On va également rencontrer la mère de Bailey, qui a eu 3 autres enfants et est maintenant casée avec un gars hyper violent, et quand je vous dis tout ça, sans voir le film, c'est facile de penser qu'Arnold verse dans le misérabilisme basique et qu'on va sortir de la salle complètement déprimé. Et finalement, ce sera jamais le cas. Et ça pour 2 raisons principales. Premièrement, malgré leurs difficultés financières évidentes et le climat instable entre les 2 personnages, la relation entre Bailey et son père ne virera jamais au drame, à la confrontation physique ou à des crasses de l'un ou de l'autre. Non, il y a en réalité une vraie empathie des 2 côtés. Un amour qu'aucun des 2 ne sait vraiment comment exprimer, mais un amour qui les lie, qu'ils le veuillent ou non. Et cette empathie vient pour moi du travail de la réalisatrice, qui ne juge jamais ses protagonistes, leur mode de vie, ce qu'ils traversent ou comment ils choisissent de le traverser. Et puis surtout, dans cette grisaille anglaise, il y a la lumière, il y a Bird, qui un jour va rencontrer Bailey, et sans le vouloir, simplement en étant lui-même, va légèrement changer sa vie. Je dis légèrement parce qu'il n'y aura jamais une rupture brutale entre la Bailey du début et celle de la fin du film, mais petit à petit, au contact de ce mec étrange, à la fois perdu et sûr de lui, elle va découvrir qui elle est, ou en tout cas des pistes pour trouver qui elle est. C'est un film sur la recherche de soi, c'est évident. Bailey entre dans l'adolescence, Bird revient sur les terres de son enfance, à la recherche d'une famille, le destin va les lier au bon moment pour qu'ils puissent s'entraider,
chacun à sa façon. Il y a également tout un aspect, soit fantastique, soit métaphorique, ça ce sera au spectateur de le décider, qui en laissera sûrement quelques-uns de côté. Pour ma part, ça m'a fait aimer le film encore plus. Mais ce que je préfère dans tout ça, c'est peut-être encore le jeu de Franz Rogowski, qui incarne Bird, et qui irradie l'écran dès qu'il apparaît. Il est d'une telle douceur et en même temps, il a dans les yeux une profondeur et une détermination qui rend son personnage absolument bouleversant. Quand vous réussissez à faire oublier Barry Keoghan, c'est que vous proposez quelque chose de vraiment spécial, et ici, avec Rogowski, c'est complètement le cas. Bird est mon film préféré de ces 2 premières semaines de janvier, et je serais pas surpris d'en reparler à la fin de l'année, à l'heure des tops. Mais on en est encore super loin, alors restons en janvier avec la grosse sortie de cette 2e semaine, un face-à-face entre 2 immenses actrices, un face-à-face avec la mort, La chambre d'à côté, de Pedro Almodóvar. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? Faut que je vous avoue un truc, je suis pas un fin connaisseur du cinéma de l'espagnol. J'ai vu 2-3 films, j'ai beaucoup aimé La piel qui habito, j'ai quelques bons souvenirs de La mauvaise éducation, et j'ai tout récemment rattrapé son court-métrage avec Ethan Hawke et Pedro Pascal en cow-boy, qui ne monte pas que des chevaux. Petit film sympa, visuellement joli, mais son format de 25-30 minutes le rend un peu frustrant. Fait rare, c'était un film en anglais, le premier pour Almodóvar, peu à l'aise avec la langue de Shakespeare, et qui n'avait jusque-là toujours tourné qu'en espagnol. Entre-temps, il a adapté La voix humaine, d'après un texte de Jean Cocteau, pendant le Covid, toujours en anglais et déjà avec Tilda Swinton, et enfin aujourd'hui, ou plutôt il y a 2 semaines, bref, il sort enfin un long métrage totalement en anglais, tout en continuant à explorer un thème qui semble pas mal le travailler, puisque c'était déjà au centre de sa fausse biographie avec Antonio Banderas, Douleur et gloire, en 2019, c'est-à-dire la mort. Bah oui, Papy Pedro, il a 75 ans, et la fin de sa vie, ça commence à le tarauder un peu. D'ailleurs, faut qu'il fasse gaffe parce que les grands réalisateurs qui meurent, c'est un peu le thème de ce début d'année. Mais ça, on en parle en fin de podcast. Et de quoi ça parle, La chambre d'à côté? C'est assez simple sur papier, c'est une romancière, Ingrid, qui a tellement peur de la mort qu'elle vient d'écrire un roman dessus, qui renoue un peu par hasard avec Martha, atteinte d'un cancer du col de l'utérus, décidément c'est le jour, en phase terminale, et qui va lui demander de l'accompagner dans une maison en dehors de la ville pour vivre ses derniers jours avec elle. Martha compte en finir avant que la maladie ne puisse le faire, mais elle ne veut pas mourir seule. Évidemment, être confrontée de si près à la mort pour le personnage de Julianne Moore, Ingrid, c'est impensable, c'est horrible, c'est tragique. Alors que pour Martha, Tilda Swinton, c'est une sorte de libération, elle est complètement en paix avec sa propre mort, et préfère ça plutôt que de mourir à petit feu du cancer. On est sur une divergence de point de vue, ça vient titiller cette peur existentielle de la mort, qui est en chacun de nous, mes persos. C'est peut-être parce qu'inconsciemment j'avais pas envie de totalement m'y confronter quand j'ai vu le film, mais je suis jamais rentré complètement dans le récit. Je suis resté trop en dehors pour ressentir ce que le réalisateur et les actrices voulaient me transmettre. Peut-être aussi parce qu'Almodóvar veut faire, et ça semble bizarre, trop de cinéma, trop de mise en image. Il y a quelques flashbacks qui viennent parcourir le film, et je trouve qu'ils cassent le rythme, n'apportent pas grand-chose en fait. Et avec 2 immenses actrices comme Swinton et Moore, perso tu me les mets juste dans un canapé, à discuter de la mort, de leur peur et de leur vie pendant 2 heures, moi je suis content, je prends. Parfois on pense qu'un film va venir nous prendre aux tripes, mais le cinéma c'est pas une science exacte, et même si je retiens les 2 actrices, de très beaux visuels et une superbe dernière scène, La chambre d'à côté est globalement une déception pour moi. Et pour terminer rapidement, 4 films, 2 fictions, un faux docu Netflix hilarant et un vrai docu Netflix pas ouf. On commence sur Netflix avec le nouveau film des studios Hardman, les spécialistes de la pâte à modeler, un long métrage Wallace et Gromit, presque 20 ans après le mystère du lapin-garou. Je suis pas un expert des studios Hardman, j'ai vu que le premier Chicken Run il y a des années et quelques scènes de Souris City et ça s'arrête là. Décidément, d'abord Pedro, maintenant Hardman, ce serait temps que je commence à mater des films, moi. Donc ouais, Wallace et Gromit, qui est sans aucun doute leur franchise la plus connue, je connaissais pas du tout, même pas un court-métrage. Et pourtant, même balancé dans ce film sans rien avoir vu auparavant, et même si c'est la suite directe d'un court-métrage sorti au début des 90s, tout est clair, limpide, facile à suivre. Et ça m'a surtout fort donné envie d'aller rattraper tout ça un de ces jours. Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, renoue avec un méchant culte donc. Feathers McGraw, emprisonné pour avoir tenté de voler un diamant, stoppé par nos 2 héros, et bien décidé à sortir de là pour se venger. Impossible de ne pas voir en lui une sorte de Max Cady à plumes, le personnage de Robert De Niro dans Les Nerfs à vif de Scorsese, animé par une folle soif de revanche contre son ancien avocat à sa sortie de prison. Mais si vous cherchez des références, le film en est rempli. De Matrix à James Bond en passant par évidemment Batman le défi, Pingouin, vous avez compris, Wallace et Gromit va également s'attaquer à l'intelligence artificielle, et à ses dangers si elle n'est pas utilisée de la bonne manière. Et de la part d'un studio où tout est fait à la main, le message résonne d'autant plus. C'est l'un des très bons films de ce début d'année, et c'est dispo sur Netflix. Alors ne le loupez pas. Surtout que des films Netflix qui valent le détour,
c'est pas toutes les semaines, hein. Un Guillaume Canet. On va une dernière fois en salle pour un film que très peu de monde aura vu d'après moi, qui n'a pas de date de sortie en France et n'a pas eu énormément de séances en Belgique. C'est le nouveau film de Brad Anderson, surtout connu pour son Machiniste en 2004, avec un Christian Bale squelettique, un film que j'aime personnellement beaucoup. Ici, dans The Silent Hour, beaucoup moins de tours de passe-passe scénaristiques, on est sur une série B d'action nerveuse où un flic, incarné par Joel Kinnaman, vous savez, le Rick Flag de Suicide Squad, qui perd petit à petit son audition après un accident, et se retrouve coincé dans un building avec une témoin sourde, chassée par d'autres flics, corrompus ceux-là, qui ne comptent pas qu'il sorte de là vivant. Ouais, si vous voulez, c'est un mélange entre The Raid et The Sound of Metal. C'est un peu classique, mais la surdité amène une touche originale, et on appréciera qu'ils aient pris une actrice réellement sourde pour le rôle de la témoin, Sandra May Frank, qui a foulé les planches de Broadway et est apparue dans la série New Amsterdam. Il y a quelques scènes bien foutues, comme l'ouverture, de bonnes idées niveau scénar, même s'il n'y a pas grand chose qui va vous étonner, hein, et le casting fait le taf. Joel Kinnaman donc, mais on peut aussi ajouter Mackie Pfeiffer, qu'on a vu dans Urgence ou dans 8 Mile avec Eminem, et un Mark Strong qui fait du Mark Strong. Un film d'action honnête et sans prétention, alors si un de ces jours il débarque en salle ou en VOD en France, et que c'est votre style, matez The Silent Hour. C'est cool. On revient sur Netflix, et est-ce que vous connaissez Philomena Kunk ? Si c'est le cas, vous n'avez sûrement pas loupé le nouveau docu-parodique Kunk on Life, et si pas, tant mieux, parce que vous allez pouvoir découvrir l'une des femmes les plus drôles d'Angleterre. Créée par l'actrice Diane Morgan, qu'on a vu chez Ricky Gervais dans Afterlife par exemple, et le scénariste et producteur Charlie Brooker, plus connu pour être, excusez du peu, le créateur de la série Black Mirror, rien que ça, Philomena Kunk est une journaliste, globalement complètement conne, et sans aucun filtre, mais sortant toujours les plus immenses conneries avec une foi et une détermination sans faille. Elle est toujours certaine de ce qu'elle avance, et les spécialistes qu'elle interviewe finissent souvent sans voix devant ses remarques. Comme quand elle demande si la période de la Renaissance est plus importante que Beyoncé, qu'est-ce que c'était que l'oignon soviétique, si on peut considérer Jésus comme la première victime de la cancel culture, ou, ce qui m'a fait le plus marrer dans celui-ci, qui vient de sortir, en face d'un tableau très connu et assez violent, Le triomphe de la mort de Bruegel, un simple mais tellement efficace. What the fuck is this? Et les experts en face, tous d'un sérieux très british, font de leur mieux pour lui répondre comme s'il était un enfant aux capacités intellectuelles très limitées. Je sais pas si ces fameux experts connaissent les questions à l'avance. Ils doivent savoir que tout ça est parodique dès le début, j'imagine, sinon il y en a qui l'auraient déjà démarré, je pense. Mais j'aime penser qu'ils croient tous être interviewés pour un truc hyper important, et puis ils se retrouvent face à cette femme qui leur raconte des anecdotes sur la fois où son pote Paul a fait un plan à 3 sous LSD. Je lui rends clairement pas honneur en décrivant ça comme ça, c'est de l'humour anglais pince sans rire dont ils ont le secret. C'est un peu comme ce qu'a pu faire Sacha Baron Cohen à l'époque des interviews de Ali G. Je vous conseille donc complètement Kunk on Life, qui doit faire 1 heure, mais aussi et surtout Kunk on Earth, également dispo sur Netflix, mini-série de 5 épisodes que j'ai trouvé encore plus drôle. Dernier film pour la route, un vrai documentaire cette fois, encore sur Netflix, Don't Die, l'histoire de l'homme qui voulait être éternel, qui va suivre le quotidien de Brian Johnson, un millionnaire qui passe tout son temps à essayer de rajeunir. Il y a quelque chose d'assez malsain dans tout ce qu'il fait. D'un côté, je peux le comprendre, hein, tout le monde a envie de rester jeune, mais de là à s'enfiler des centaines de pilules par jour, se lancer dans des expériences pas encore approuvées par la médecine, sur des petites îles au large du Honduras, ou s'injecter le sang de son fils, le tout en perdant plus de temps que s'il vivait simplement sa vie, franchement, je suis pas certain du move. Par contre, puisqu'il est heureux d'être un cobaye humain pour des méthodes expérimentales, ça va peut-être faire avancer la science et permettre à d'autres de vivre plus longtemps. Et oui, sa façon de vivre est clairement extrême, mais si ça peut influencer les gens à faire plus attention à ce qu'ils consomment et à comment ils prennent soin de leur corps, au moins son impact sur le monde est positif. Alors ouais, c'est un gars qui avait du potentiel pour un tel documentaire, mais ça me semble un peu trop gentil, il n'y a pas vraiment de point de vue opposé, il n'y a pas de friction, ça rend le tout assez peu pertinent et un rien opportuniste. Netflix s'est dit, tiens, ce gars fait parler pas mal de lui, viens, on fait un docu dessus, on n'a rien à dire, mais on va le faire quand même. Ce qui n'est au final pas hyper étonnant de la part de Netflix en fait. Donc c'est un gros bof. Si le gars vous intéresse, je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube 5 fois moins longues qui feront l'affaire. Et pour clôturer ce premier podcast, tant qu'on parle de ne pas mourir, et c'est une transition que j'aurais aimé ne jamais faire, Don't Die, c'est un peu ce qu'on aurait aimé dire à David Lynch, qui vient de nous quitter ce 15 janvier. Et petit rajout malheureux de dernière minute, il a été rejoint en ce début de semaine par le français Bertrand Blier, dont je connais mal l'œuvre, mais ça va être l'occasion pour moi de rattraper des classiques comme Les Valseuses, Buffet froid ou Tenue de soirée. Je vais faire ça et je vous en touche un mot dans la prochaine émission. Pour ce qui est de Lynch, je ne pourrai jamais lui rendre hommage à la hauteur de ce qu'il représente pour moi.
encore moins sans support visuel. Mais quand on me demande qui est mon réalisateur préféré, son nom est un des premiers qui me vient en tête. J'ai 3 films de lui dans mon top 30, Mulholland Drive, Lost Highway et Elephant Man. Twin Peaks, que j'ai découvert il y a beaucoup trop longtemps et que je vais me remater, me laisse des émotions, des sons et des images qui me donnent souvent envie d'y retourner, encore plus aujourd'hui évidemment, et j'ai énormément de tendresse pour Une histoire vraie qui raconte le voyage d'un vieil homme qui traverse l'Amérique sur sa tondeuse à gazon pour aller voir son frère. Comme son titre l'indique, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est peut-être son film le moins lynchéen, parce que ouais, le mec était tellement singulier et inspirant que son nom est devenu un adjectif, mais c'est l'un de ses plus touchants. Je vais pas refaire toute sa filmo, ça n'aurait pas trop de sens, mais si vous n'êtes pas familier de son cinéma, ne commencez peut-être pas par son premier. Eraserhead, que je trouve formidable et qui possède plein de niveaux de lecture, mais qui n'est clairement pas la meilleure porte d'entrée tant il est sans concession, et pourrait laisser un spectateur non averti en dehors, mais genre bien en dehors. Non, si vous voulez bien commencer, allez sur son Elephant Man, sur Sailor et Lula, ou Blue Velvet, lancez Twin Peaks, et quand tout ça vous plaira, matez Lost Highway, et enfin, ce qui est pour moi son chef-d'œuvre ultime, Mulholland Drive. Ou bien, regardez juste Mulholland Drive, ou Lost Highway, ou même son Dune. Au final, si ça doit vous plaire, ça vous plaira. On s'en fout. Découvrez du David Lynch. C'est un voyage sensoriel. Ça va ancrer dans vos rétines et vos oreilles des choses que vous n'aurez jamais vues ou entendues. Si vous êtes réceptif, ce sera peut-être certains de vos plus beaux moments de cinéma. Je me souviens avoir découvert Lost Highway sur une petite télé, en VF, après que mon père m'ait dit « T'aimes le cinéma, toi ? Bah tiens, il y a ça qui passe ce soir. » Je l'avais déjà revu le lendemain. Et pour Mulholland Drive, c'est encore pire. Attention à ne pas reproduire chez vous. Je l'ai vu pour la première fois sur Dailymotion, découpé en 12 parties. Et pourtant aujourd'hui, c'est mon deuxième film préféré. Son nom était peut-être un adjectif, mais peu importe combien d'autres tenteront de faire un film lynchéen, David Lynch restera irremplaçable. La tristesse est grande aujourd'hui, mais comme il aurait dit, concentrons-nous sur le donut et pas sur le trou. Au revoir, et merci pour tout. Et merci à vous aussi, en fait, d'avoir suivi ce premier podcast jusqu'au bout. Désolé pour le retard, je suis pas complètement en phase avec l'actu. Avec le temps, tout ça va se résorber et logiquement, il y aura un épisode tous les dimanches ou lundis avec les sorties de la semaine. En attendant, matez du David Lynch, matez du Bertrand Blier, matez du cinéma. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt. Ciao.